Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Nous sommes à l'époque où l'on songe à l'avenir de nos enfants, à leur avenir scolaire et je vous propose à notre émission d'aujourd'hui une réflexion sur l'enseignement avec des spécialistes de l'enseignement. Je les retrouve après notre générique. Eh bien, pour évoquer la question d'un enseignement performant pour tous les élèves, j'ai invité Madame Liliane Dillène, vous êtes mathématicienne, ancien chef d'établissement et présidente de l'association des enseignants socialistes. Mon autre invité est quelqu'un qu'on connaît bien, La Pensée les Hommes, qui d'ailleurs est membre de l'Assemblée générale de La Pensée les Hommes, en la personne de Claude Wachtelard. Vous êtes, vous, inspecteur et coordinateur de l'enseignement à la commune de Schaerbeek. Alors, si je vous ai invité, c'est parce que vous avez réfléchi, vous, à une sorte de charte, on peut l'appeler comme ça, de l'enseignement qui s'appelle le CEDEP. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que contient cette charte et en quoi il peut améliorer les performances de nos élèves? Eh bien, le CEDEP, donc le Centre d'études et de défense de l'enseignement public, groupe plusieurs associations de professeurs, de syndicats, d'associations de parents, etc. Et nous sommes 11 associations à avoir réfléchi à un document qui permettrait, à notre sens, de pouvoir améliorer notre enseignement, puisque nous partons du constat que, malheureusement, il n'est pas tel que nous le souhaiterions et que les résultats des enquêtes précédentes, PISA, montrent quand même qu'il y a de quoi améliorer. Mais je voudrais ajouter que je ne suis pas présidente de l'Association des enseignants socialistes, mais vice-présidente communautaire et présidente de la Fédérale de Bruxelles. Alors, le contenu de ce texte du CEDEP. Qu'est-ce qu'il propose de neuf par rapport à la situation actuelle? Quelles sont les visées, je dirais, principales, primordiales, que vous envisagez? L'essentiel se coordonne autour de la formation professionnelle des enseignants. Parce que nous constatons... Donc ce sont les enseignants qui ne sont pas bons? Certainement pas, mais nous constatons quand même que par rapport aux autres pays, nos résultats ne sont pas bons. C'est-à-dire nous avons... Excusez-moi de vous interrompre, même dans notre pays, il paraît qu'au nord du pays, les résultats, je pense pour l'enseignement secondaire, sont meilleurs que pour la partie communauté française de Belgique. Les enquêtes ont montré qu'il y avait une forte dualisation de l'enseignement, qu'il y avait des élèves qui ont de très très bons résultats et des élèves qui ont de très très mauvais résultats. Et c'est vrai que c'est vrai au nord comme au sud. Donc ça, les enquêtes ont montré, quoique effectivement l'enseignement en communauté flamande sont moins mauvais que les nôtres. Alors ce que nous voulons surtout proposer, c'est demander d'avoir un centre de formation communautaire qui chapeauterait tous les enseignants. De tous les réseaux. De tous les réseaux, idéalement. De toute façon, dans un premier temps, pour l'enseignement officiel, nous rêvons évidemment d'un réseau qui regrouperait toutes les écoles, tous réseaux confondus, et où on pourrait remédier efficacement aux difficultés que les élèves rencontrent au moment où ils les rencontrent et qu'on mette en place des processus de remédiation, donc immédiatement aux difficultés rencontrées. Mais si je suis bien informé, des processus de médiation, ça existe déjà dans l'enseignement, non ?
Oui et non, c'est-à-dire que vous avez quand même des classes où on demande d'individualiser l'enseignement, mais disons que ce que nous souhaitons, c'est de professionnaliser un maximum cette méthodologie de remédiation, donc pour appliquer une pédagogie différenciée, de manière à ce que tous les élèves puissent accéder à leur rythme, au maximum de leur potentialité. Comme Abdellah, Liliane Dilen parlait du rêve d'une sorte d'école qui ne verrait plus l'existence de réseau. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Je veux dire, est-ce qu'il est véritablement réalisable dans notre pays qui vit sur une longue tradition d'opposition entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre? C'est un peu le problème que j'ai avec le texte du CEDEP, qui d'ailleurs dans son introduction dit, et ça n'est pas inexact, que pour faire changer les choses, il faut de temps en temps construire des utopies. C'est un problème que j'ai parce que le texte est très général, il contient beaucoup de propositions qui parlent du sujet que Liliane a évoqué, mais qui parlent aussi de restructuration, de réorganisation des réseaux, de la gratuité de l'enseignement, des choses toutes très intéressantes, qui en parlent dans des termes très généraux, et ça c'est peut-être le fait que c'est un texte de consensus avec 11 associations qui ont aussi des intérêts qui sont convergents mais pas toujours identiques. Vous voulez dire par là qu'il y a eu des compromis? Inévitablement, je pense que ça c'est quelque part tout à fait normal. D'ailleurs, ça n'a rien de scandaleux, mais ça se sent dans le texte. Et donc, le problème est effectivement, pour moi, l'opérationnalisation de tous ces objectifs, c'est-à-dire leur concrétisation. Et malheureusement, on pourra dire que je suis devenu, en vieillissant, extrêmement sceptique. Je sais, mon expérience me mène à dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions, d'une part, et que le diable, lui, il est toujours dans les détails. Et donc, on peut, comme Liliane Dilen le souhaite, et d'autres, et moi aussi d'ailleurs, vouloir améliorer la formation des enseignants, la professionnalisation, la formation continuée. Ce sont tous des sujets extrêmement intéressants, mais il faut encore le faire concrètement. Et là, on sait bien que très vite, on se heurte à toute une série de pesanteurs et de blocages parfois. L'enquête PISA a montré que le premier pays, enfin l'enseignement le meilleur, serait observé en Finlande, où nous savons que l'enseignement est très local et très organisé au niveau local, alors qu'en Belgique, l'enseignement il est organisé dans les communautés, la communauté flamande d'une part, la communauté française de l'autre. Est-ce que cette réalité finlandaise vous a retenu? Est-ce que vous estimez que c'est une bonne solution de rapprocher peut-être les enseignants, les directeurs d'école, des populations locales, et que les choses ne descendent pas du haut du ministère qui se trouve dans la capitale? Avant de répondre à la question, je voudrais quand même préciser, Claude Wactelard parlait de compromis. En fait, nous avons à cœur de travailler à l'unanimité, donc il a fallu, disons, polir les angles et trouver le cœur vraiment des idées. Alors c'est vrai que nous étions partis de l'idée que, regardons les systèmes éducatifs qui fonctionnent bien. Qui fonctionnent bien, oui. Et apparemment, en Finlande, dans tous les cas, ce n'est pas arrivé en une étape. Hein. C'est vrai qu'ils ont mis des années, je pense au moins 10 ans, pour arriver à un résultat. Et l'idée générale était évidemment d'avoir une autonomie des enseignants et des directeurs d'école dans la manière de mettre en pratique la mise en œuvre de la pédagogie, en ayant bien sûr au-dessus, pour l'ensemble du système éducatif en communauté française de Belgique, avec des objectifs généraux établis pour tous. Évidemment, l'examen des résultats obtenus et les diplômes. Mais donc,
ayant ces objectifs généraux définis de manière claire et cohérente, cela redescend vers les enseignants et les équipes éducatives de manière à mettre en œuvre les pratiques qui conviennent à telle école, à telle équipe éducative, parce que c'est important de savoir avec quel type, l'équipe de professeurs avec lesquels on travaille, et aussi le public scolaire. Et vous parliez d'autonomie pédagogique. Est-ce qu'il y a aussi une autonomie financière dans les écoles finlandaises? Mais dans les écoles finlandaises, le pouvoir organisateur des écoles est ramené au niveau des communes, donc de manière beaucoup plus locale. Dans notre pays, nous avons évidemment... Ça existe aussi dans notre pays, les communes comme Scarpe qui ont un réseau d'enseignement extrêmement vaste. Et moi, je suis issu d'un réseau de l'enseignement organisé par la communauté française, le réseau Exeta. Il y a donc l'enseignement organisé par la communauté française, l'enseignement subventionné des communes, des provinces et même de la COCOF, puisque à Bruxelles, c'est la COCOF, la Commission communautaire francophone. Oui, et puis il y a tout l'enseignement libre. Et l'enseignement subventionné, libre et donc confessionnel. Parce que, bon, c'est vrai que, donc, le titre du CEDEP le dit bien, les centres d'études et de défense de l'enseignement public, c'est-à-dire l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, et évidemment, quelque part, nous trouvons un petit peu obsolète de encore faire des considérations confessionnelles, philosophiques, alors que le contexte actuel est un petit peu différent et ça nous semble obsolète. Et donc, en utopie, nous aimerions avoir un enseignement, puisque l'enseignement subventionné libre se dit de service public fonctionnel, eh bien, que tous soient donc un service public. Et donc, à ce moment-là, les écoles libres pourraient, si elles le souhaitent, adhérer au décret de neutralité, soit tel que défini en 94 pour l'enseignement organisé par la communauté française, soit celui de 2003, si je ne me trompe pas, pour l'enseignement subventionné officiel. Et le contribuable qui nous regarde se dit peut-être, si on rationalisait un petit peu les choses, l'enseignement coûterait moins cher dans notre pays. Claude Wachtelin. Peut-être. Il faut évidemment aussi voir quelle est la structure réelle des coûts, et ça c'est un vaste débat qu'on ne pourrait pas tenir ici. L'ambition du réseau unique est une vieille ambition. L'ambition de la disparition du réseau confessionnel est encore plus ancienne du côté laïque. Je pense qu'on est quand même très largement là dans l'utopie et que pour arriver à atteindre ce résultat-là, il faudra vaincre d'énormes résistances pour autant que ce soit possible. Et je me demande dans quelle mesure on n'épuisera pas beaucoup de force pour y arriver. Donc moi, je pense que je ne suis pas obnubilé par le modèle finlandais. Je pense que le modèle finlandais est un modèle dont on parle beaucoup parce que la Finlande est en tête de score à une enquête, à une évaluation. Mais elle reste toujours en tête, c'est ça qui est aussi intéressant. Ok, mais c'est juste par rapport au score PISA. Rien ne dit qu'il n'y ait pas d'autres méthodes pour améliorer la qualité de l'enseignement, mais le modèle finlandais, il fonctionne surtout bien parce qu'il fonctionne en Finlande. Et on peut s'inspirer du modèle finlandais, mais la Finlande, ça n'est pas la communauté française. Ce sont quand même des pays extrêmement différents. Le seul point commun, c'est à peu près le chiffre de la population. Ce que je voudrais dire, c'est que dans le modèle finlandais, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est effectivement la décentralisation qui a eu lieu, où le gouvernement a gardé des compétences normatives en matière d'enseignement, n'est plus pouvoir organisateur de l'enseignement à la différence de ce qui se passe chez nous, puisque le gouvernement de la communauté française est à la fois une instance normative pour tout ce qui est de l'enseignement subventionné, officiel ou libre,
mais aussi un pouvoir organisateur avec les problèmes de conflit d'intérêts que ça peut parfois entraîner. Et donc, en Finlande, la gestion de l'enseignement est assumée par les communes. Ce que je trouve très intéressant dans une logique de service public de proximité, pour lesquels je trouve qu'en Belgique, certainement, les communes sont particulièrement bien placées puisqu'elles ont une tradition d'organisation de l'enseignement, ce qui n'est pas le cas en France, par exemple. Et je regrette un peu que dans le document du CEDEP, l'accent ne soit pas plus clairement mis sur ce choix-là. La position du CEDEP, c'est de plaider pour la décentralisation, mais sous des formes qui ne sont pas clairement définies. Et ça, c'est peut-être le poids de cette unanimité à rechercher qui fait ça. Mais je pense qu'il faudrait le dire clairement. Beaucoup de pouvoirs organisateurs locaux sont preneurs et ils contribuent financièrement à soutenir leur enseignement. Je crains que toute tentative de fusion de réseaux qui irait vers une centralisation ait un effet pervers extrêmement grave, qui serait de désintéresser les pouvoirs locaux du financement de leur enseignement et donc de faire globalement perdre des moyens importants à l'enseignement en communauté française. Ça, c'est un aspect, je trouve, qu'il ne faut pas négliger. Une commune, elle met un tiers à peu près du budget de fonctionnement de son enseignement en moyenne. Si on perdait ce tiers-là, où faudrait-il aller le chercher? Pas uniquement dans les économies dues à la fusion, ça me paraît certain. Oui, mais une commune n'est pas l'autre. Vous travaillez dans une commune très importante de la région de Bruxelles, avec un enseignement primaire très vaste, un enseignement secondaire, un enseignement de promotion sociale, un enseignement normal, un enseignement technique, à part l'enseignement supérieur. Et encore, je ne suis pas sûr, vous en avez aussi. On en avait. Vous avez une très vaste échantillon de types d'enseignement. Dans une petite commune des Ardennes, ce ne serait pas évidemment la même chose. Non, effectivement, mais il y a des solutions techniques, pratiques à ça. Il y a des regroupements avec des communes voisines, pourquoi etc. pas, on peut créer des établissements scolaires en intercommunal, c'est parfaitement légalement faisable, et c'est certain que ce qui peut être facile pour des gros pouvoirs organisateurs, et je pense aussi aux provinces, l'enseignement provincial représente quand même encore une grosse partie du supérieur et du secondaire. Là, ce qui est facile pour ce type de pouvoir organisateur-là est évidemment plus difficile pour des petites communes qui ont une école. Mais ça peut se gérer et on peut créer des synergies, on peut créer des alliances et c'est d'ailleurs en train de commencer à se faire à Bruxelles comme réponse au choc démographique. Et ma commune est en discussion avec sa voisine pour essayer de trouver des projets communs en matière d'augmentation de la capacité d'accueil dans l'enseignement. Donc, il y a des possibilités à ce niveau-là, mais les pouvoirs locaux, et ça c'est bien naturel, ne financeront pas des choses dont ils ne peuvent pas s'occuper et sur lesquelles ils ne peuvent pas avoir une influence. C'est assez normal. Ça. Alors vous disiez, Liliane Dillenne, que au fond PISA montre pour la Belgique francophone, romane, qu'il y a de très bons élèves, j'imagine, dans les très bonnes écoles, et de très mauvais élèves dans les moins bonnes écoles. Alors la question que, comme parent, je me pose, c'est pourquoi y a-t-il cette disparité? Pourquoi de bonnes écoles et de moins bonnes écoles? Et que faire pour faire accéder celles qui sont jugées les moins bonnes au niveau de celles qui sont jugées les meilleures? D'abord, je ne pense pas qu'il y a de bonnes écoles et de mauvaises écoles. Il y a de bons profs et de mauvais profs? Il y a des de bons élèves et de mauvais élèves? Il y a de bons profs, de très bons profs dans des écoles très défavorisées. Il y a de très mauvais profs dans des écoles élitistes. Et donc, le problème est un peu plus complexe que cela. Mais c'est vrai que si l'on regroupe tous les élèves géographiquement qui cumulent tous les problèmes
culturels et sociaux, il est évident que vous allez accumuler les difficultés et de l'autre côté, vous allez faire un autre ghetto dans les écoles élitistes et donc ça ne profite à personne. Il faut quand même imaginer un petit peu et avoir une version un peu prospective. Il est évident que le marché de l'emploi est exigeant et demande quand même un niveau de qualification important. Et il y a une obligation scolaire jusqu'à 18 ans. Oui, donc, mais le décret inscription a trouvé une solution. On va mélanger les élèves. Hein, dans les classes, on mettra des bons et des moins bons. Il n'y a pas une autre solution. C'est de donner plus de moyens aux écoles où les enfants sont plus défavorisés. Disons que les études pédagogiques, et c'est vrai que j'ai un master en sciences de l'éducation, ont quand même montré que le fait de mélanger des élèves, donc l'hétérogénéisation, c'est un mot compliqué à dire. Oui, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, mais c'est vrai que ça profite à tout le monde. Donc les études les ont montré. Est-ce que ça n'est pas un frein pour les bons élèves des bonnes écoles, ça? C'est un peu la crainte des parents. Quand je parle avec des parents, ils se disent « Oh là là, c'est vrai que je n'ai plus ça va ralentir le rythme scolaire dans l'école de mon choix. » C'est clair. Je n'ai plus l'âge d'avoir des enfants qui vont rentrer dans le secondaire, mais c'est une crainte que j'aurais. Mais c'est vrai que si vous mélangez, si vous avez des écoles beaucoup plus mélangées, donc hétérogènes, eh bien cela profite à tout le monde. Et donc c'est vrai que les élèves avancent à des rythmes différents et donc il faudrait peut-être mettre en place des systèmes où vous avez, en plus de l'enseignant titulaire, d'autres personnes qui pourraient agir soit immédiatement dans la classe, soit en parallèle, en reprenant les élèves qui ont accumulé des difficultés, puisqu'il faut agir immédiatement dès qu'on voit une difficulté et les enseignants devraient être bien formés à identifier quelles sont les difficultés. Et ils ne le sont pas pour l'instant. Si, mais ils n'ont pas les moyens, peut-être, de mettre en œuvre la remédiation immédiate. Donc, ce que vous souhaitez, c'est des moyens. Or, des moyens, ça me paraît difficile. Mais là, on en revient aux économies d'échelle. Alors, c'est vrai que, bon, nous avons quand même un système qui coûte très cher, avec des réseaux différents. Et, bon, vous avez des infrastructures qui sont voisines parfois de quelques centaines de mètres. Là, ça n'est pas très raisonnable. Et c'est vrai que faire un seul réseau et englober le non confessionnel, c'est une utopie, mais ce qu'il ne faut pas de temps en temps rêver. Et voilà. Et puis alors, il y a d'autres économies à faire. C'est vrai qu'on redouble beaucoup en communauté française. Donc l'étudiant a une difficulté, et puis on va le faire, mettons, en mathématiques, et puis il va redoubler, il va refaire une année, et il va refaire les matières qu'il connaît déjà, et donc il va perdre son temps. Alors qu'il existe d'autres moyens, mais qui demandent, et c'est le chef d'établissement qui parle, mettre en place des unités capitalisables, des choses comme ça, c'est vraiment un casse-tête terrible. Déjà, pour faire les horaires, c'est compliqué, mais on pourrait très bien, l'étudiant continue son cursus avec les autres, mais, par exemple, en mathématiques, irait dans un autre groupe de niveau. Je sens que Claude Bachelard veut vous répondre sur ce point. Oui, sur deux, trois choses. D'abord, moi, je ne partage pas, je dirais, le point de vue qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises écoles. Il y a clairement des bonnes et des mauvaises écoles. Quand je dis ça, je dis qu'il y a des écoles qui fonctionnent mieux que d'autres, qui sont mieux gérées que d'autres. Et on a un peu tendance à se voiler la face. Et ça n'est pas, en disant ça, ce n'est pas une accusation. Mais il est clair qu'il peut y avoir des établissements scolaires dont l'atmosphère de vie commune se détériore, où la direction n'est pas suffisamment efficace, etc. Ce sont des réalités qui existent et il faut avoir le courage de les affronter et il faut avoir aussi le courage de remédier à des situations pareilles. Moi, je pense que la qualité de l'école, la qualité du projet d'établissement est encore plus importante en matière de réussite collective des élèves que l'hétérogénéité du public. Je pense qu'on peut avoir des écoles avec des publics hétérogènes, mais si elles sont mal gérées, elles ne seront pas performantes. Et on peut avoir des écoles avec des publics homogènes et
potentiellement difficiles ou défavorisées et qui fonctionnent bien et qui sont performantes. Je pense que le problème est très, très complexe et les études sont, comme toujours, un peu à la surface des choses et pas toujours au niveau de la réalité de terrain. Donc je pense que là, il y a du travail de réflexion à faire. Il y a des choses. Je ne pense pas non plus que on puisse espérer avoir, et ce n'est pas le cas de la Finlande n'est pas un enseignement très efficace qui coûte significativement moins cher que l'enseignement belge. Et donc, si par exemple on résout le problème du redoublement, qui est une vraie question et un vrai problème, c'est parce que les moyens qu'on économisera en diminuant le redoublement, on les injectera dans la remédiation. Et donc, ce qu'on va voir, ce n'est pas des économies, c'est des transferts d'utilisation des moyens. Ça, c'est une réflexion qui mérite d'être menée. Et je ne pense pas non plus que la fusion, contrairement des réseaux, quelle que soit son étendue, apporterait des moyens significatifs. Je pense que là, on s'illusionne un petit peu parce qu'encore une fois, on aligne des chiffres, on fait des projections et puis à un moment donné, on se heurtera à la réalité de terrain. Je prends un exemple, c'est le cas du supérieur. Les fusions n'ont pas amené de tellement grandes économies. Eh bien, le temps de notre émission est malheureusement écoulé. Alors, je sais qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés et qui seraient intéressants de voir de plus près. Je vous remercie en tout cas, Liliane Dillène et Claude Wachtelard, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. On se retrouvera sans doute dans l'avenir parce que j'imagine que la question de l'enseignement taraude tellement de parents qu'il y a une véritable demande de traiter ce genre de sujet. Il ne faut pas oublier que les enseignants sont le plus souvent des parents aussi. Et donc, merci beaucoup de nous avoir invités et de nous avoir donné la parole. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention.